Donc, soit c'était du budget initial, soit c'était de la révision budgétaire. C'était au moment où on importe les budgets par fichier Excel. Et du coup, là, dans cette mise à jour de 21C, ils ont classé comme révision budgétaire, enfin voilà, quel que soit le statut de la période budgétaire, le fait d'importer de nouveau une feuille, ça la classe automatiquement en révision budgétaire. Ensuite, sur le contrôle budgétaire, toujours, on a la capacité de mettre en correspondance les segments budgétaires et les calendriers de contrôle budgétaire avec le plan comptable du grand livre, ce qui permet une synchronisation automatique des soldes budgétaires. Donc, c'est vraiment la capacité à faire de la synchronisation en automatique entre les soldes qu'on met à jour et puis le calendrier qu'on a déterminé dans le grand livre. Donc voilà, c'est juste du paramétrage sur le contrôle que vous allez pouvoir mettre en place. Vous mettez en place tout le paramétrage à partir de cette feuille dans votre paramétrage de grand livre et de contrôle budgétaire. Ils ont modifié aussi, toujours sur le contrôle budgétaire, ils vont prendre en compte maintenant les coûts projets, la comptabilité des coûts, et la comptabilité alors c'est pas des recettes, c'est receipt accounting, c'est la comptabilité des paiements, des règlements. Donc tout ce qui est règlement et tout ce qui est comptabilité des coûts, ils sont exclus par défaut lorsque le contrôle budgétaire est activé. Par contre, vous allez pouvoir du coup l'activer dans les journaux catégories, dans les journaux sources. Alors, sur les notes de frais, une évolution, c'est que maintenant, on va pouvoir soumettre, les employés auront la capacité de soumettre les notes de frais dans une devise et de demander les paiements dans une autre devise. Donc, lorsqu'on a, lorsqu'on a des cartes à faire, des transactions qui sont prélevées dans la devise, enfin voilà, on a la capacité d'aller positionner la devise de paiement directement dans le module de notes de frais, ce qui n'était pas le cas avant. On avait juste une devise de paiement qui était la devise du compte. Alors, il y a des règles de préconfiguration qui ont été livrées pour l'audit, pour faire un audit des dépenses. Ces règles de configuration, les principaux dépensiers, j'ai une belle phrase là. Les règles de rapport de dépenses, ça permet de sortir un rapport d'audit avec les principales dépenses, les gens qui dépensent le plus, en fait, un top 10 dans un temps donné, d'activer aussi l'audit des notes de frais pour tous ceux qui ont, dans une période donnée, été alors on dit contrevenants, ils n'ont pas respecté la politique. Pour tous les employés aussi qui ne respectent pas les politiques au-delà d'un certain seuil. Et on va pouvoir avoir des rapports de dépenses, sortir aussi des rapports de dépenses avec des participants de secteur public et puis détecter les dépenses en double. Donc l'idée, c'est que tout cet audit qui est préconfiguré, qui est standard dans Expense, si vous voulez l'activer, il suffit, voilà, c'est un simple clic pour l'activer et vous avez tout votre rapport d'audit qui sort derrière et qui est fait en temps réel au moment de la saisie de la donnée. Sur la comptabilisation des contrats de location du leasing, donc on va fournir la capacité de, à partir du moment où on met une fin de contrat sur un leasing, le système va recalculer automatiquement, alors la fin de contrat, il stoppe, il réajuste les montants, et surtout lorsqu'on fait une prorogation de contrat, donc on est en fin de contrat sur un contrat de location et puis on a une reconduction de 3 ans, je modifie ma date de contrat pour 3 ans et le système recalcule automatiquement tous les indicateurs pour la reconnaissance de mon contrat de location à la norme IFRS 16. Donc l'impact, effectivement, c'est d'aller recalculer le solde du passif, de créer la dette, et puis le solde du droit d'utilisation, donc le fait d'aller réajuster le montant en fonction d'une indexation de coût à la construction, une indexation de prix, le montant qu'on rentre en immobilisation et la base de l'amortissement dans le cadre de l'IFRS 16.
Donc voilà, donc l'action, c'est vraiment cette capacité à aller réajuster le contrat de location, de faire un amendment du lease, et du coup, ça va réajuster l'intégralité des données. Toujours sur cette partie lease accounting, on a maintenant la capacité à sortir des rapports d'analyse du passif locatif pour vraiment fournir toutes les informations. Donc, c'est une évolution. On livre du reporting avec des informations pour le bilan du passif à court terme, entre 1 et 5 ans et plus de 5 ans. Donc, la classification des dettes dans le cadre des engagements hors bilan. Donc, l'État maintenant est fourni en standard. Et une autre avancée aussi pour initialiser vos contrats de location à la norme, donc toujours dans le cadre de la norme IFRS 16, hein, cette fonctionnalité qui est dans Asset Management, ils ont livré une rapide implementation sheet. Donc, vous savez, ces feuilles de configuration rapide qu'on avait pour un certain nombre de modules, et bien là maintenant, vous allez pouvoir initialiser l'intégralité de vos l'intégralité de vos contrats de location, initialiser tout le paramétrage grâce à cette rapide implementation sheet. Alors, n'oubliez pas, hein, ces feuilles d'implémentation, ces feuilles de configuration rapide, elles sont présentes. Je vous invite à aller voir la liste des feuilles qui existent dans la documentation Oracle, parce qu'on oublie bien souvent qu'il y en a un certain nombre, il y en a quasiment sur tous les processus pour faire de l'implémentation rapide. Et c'est des feuilles qui ont des macros derrière et qui génèrent les fichiers et qui vont alimenter tout le paramétrage. Donc, vous renseignez exactement le paramétrage dont vous avez besoin dans une feuille Excel. Derrière, il y a une macro qui tourne et un chargement qui se fait automatique du paramétrage dans vos systèmes. Donc, allez voir, il y en a vraiment un paquet pour... Et en fait, ils l'ont mis en place pour des procédés de paramétrage qui sont lourds. Et finalement, voilà, vous avez une nouvelle entité à créer. Vous pouvez utiliser ce Rapid Implementation Spreadsheet pour faire tout le paramétrage de votre entité dès le départ et initialiser le socle commun en fait du paramétrage. Ça, c'est un des exemples aussi. Alors ça, c'est en rouge. Je ne sais pas pourquoi je l'ai mis en rouge. Je ne sais pas pourquoi je l'ai laissé en rouge, je le modifierai. C'est une coquille. Donc, en fait, c'est la capacité lorsqu'une facture n'est pas engagée, c'est le fait d'aller bloquer le fractionnement de cette facture dans les écritures comptables. C'est-à-dire qu'on a sur une facture fournisseur plusieurs lignes de dépenses. Il y a des lignes qui sont réservées, donc engagées budgétairement et pas d'autres. Eh bien, le système bloque le fait de comptabiliser en fractionner cette écriture. C'est juste un contrôle si vous avez engagé le contrôle budgétaire, si vous l'avez activé. Dans Payables, alors, pour ceux qui utilisent la reconnaissance de facture, l'OCR, on va avoir un rapport, ils ont mis en place un rapport d'audit qui calcule, qui donne des statistiques sur le taux de reconnaissance des factures à partir de l'OCR, enfin de l'Intelligent Document Recognition, l'IDR. Et ce rapport, il permet de vous aider et de vous guider pour aller mettre à jour des configurations, notamment sur les informations fournisseurs. Donc, par exemple, si sur certains fournisseurs, il manque souvent sur des fiches des champs qui pourraient accélérer le taux de reconnaissance de l'OCR sur votre entité, eh bien, vous allez le voir dans ce rapport. Donc, il y a deux rapports qui sortent. Il y en a un en premier, il y en a un en synthèse, qui est une vue d'ensemble et mensuelle des taux de reconnaissance par facture et qui fournit un résumé pour chaque combinaison de fournisseurs et site fournisseurs pour que vous puissiez faire cette analyse. Donc, je l'ai mis derrière, voilà, ça se présente de cette manière-là. Donc, vous avez les factures qui sont rapprochées ou non rapprochées sur un mois donné, le nombre de factures qui ont été créées, qui ont été complètes, directement passées
en statut complete. Et puis derrière, vous avez les informations qui sont liées au PO, donc le taux de reconnaissance par rapport au PO. Et à partir du moment où le système va détecter qu'il y a un taux de reconnaissance, voilà, là par exemple, de manière globale, il fait une statistique et le taux de reconnaissance sur les fournisseurs est de 69%. Et du coup, donc il y a certains champs qui vont devoir aller être investiguer fournisseur par fournisseur pour essayer de voir s'il n'y a pas moyen d'aller augmenter ce taux de reconnaissance. Est-ce qu'il n'y a pas des informations qui montent sur la fiche fournisseur? Donc voilà, ça a vraiment pour but d'optimiser au maximum l'OCR qui est intégré. Puis après, du coup, à partir de ce détail en synthèse qui vous donne toutes les statistiques et les pourcentages de reconnaissance, vous allez pouvoir rentrer dans le détail de chaque facture. Et pour chaque facture, voir ce qui s'est passé, effectivement, toute la chaîne et investiguer pourquoi telle facture ou telle facture de tel fournisseur a un taux de reconnaissance qui est toujours très faible. Ensuite, on a mis à jour l'accusé de réception. Alors ça, c'est important, c'est qu'on va, dans le cadre des factures fournisseurs, des factures clients, lorsqu'on pratique l'EDI, il y a un protocole d'échange, donc le fameux protocole d'échange de données informatisées, cette partie-là. Et il y a des exigences qui sont liées à chaque pays, et notamment, normalement, il faut que le client nous fournisse un accusé de réception, comme quoi il a bien reçu la facture qu'on lui a envoyée. Et du coup, nous, on a fourni un accusé de réception entrant, un format entrant, une API, pour pouvoir justement au bon format, donc ce format UBL 2.0 sur PayPal, alors je pense que ça parle beaucoup à certains d'entre vous, on en entend beaucoup parler en ce moment dans le cadre de la réforme B2B qui arrive pour 2023. Donc voilà, c'est le fait d'aller pouvoir intégrer dans un langage universel, alors ça concerne la France et l'Australie, mais d'aller intégrer les accusés de réception dans le cadre de l'échange de données informatiques, dans le cadre d'EDI, lorsqu'on pratique l'EDI pour envoyer les factures clients. Donc voilà, une avancée pour l'EDI à aujourd'hui, sachant que là, vous allez voir qu'il y a pas mal de fonctionnalités qui vont commencer à arriver par rapport à cette réglementation, puisque fin 2022, je vous rappelle, on sera complètement conforme à la législation française pour pratiquer le e-invoicing. Alors, le point, c'est que voilà, cette fonctionnalité peut également répondre aux exigences d'autres pays. Là, on a listé l'Australie et la France, mais comme il y a pas mal de pays qui commencent à pratiquer ce système, petit à petit, ça va pouvoir s'adapter aux autres pays. Sur la taxe, on a livré la capacité de relancer les traitements d'extraction des transactions pour les envoyer dans vous savez, ce fameux TRL, Tax Reporting Ledger. Et le traitement a été modifié pour que lorsqu'on le soumet de nouveau, il ne prenne que les factures qui étaient en erreur précédemment. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas de doublon sur la déclaration de TVA. C'est un peu le minimum, mais c'est le b.a.-ba, je veux dire. Mais voilà, on n'avait pas cette capacité de resoumettre, une fois que l'extraction c'était le traitement final pour cette extraction, là on a cette capacité maintenant à le soumettre 2 fois. On se rend compte qu'on a dû réouvrir pour repasser des écritures, où il y avait des écritures qui étaient en erreur lors de la précédente transaction et qui n'ont pas été ramassées pour être envoyées dans le TRL. Eh bien on peut resoumettre et le système du coup a une intelligence, on va dire, pour permettre de garantir un calcul correct de la taxe. Autre point, le netting. Donc, je sais qu'Auchan pratique pas mal ce netting. Donc, ils ont ouvert maintenant le processus de netting, de compensation au scheduling. Ils ont mis en place donc l'ESS, ce fameux scheduler qui permet d'aller programmer le processus de netting, le processus de compensation avec une récurrence, avec une saisonnalité, avec un calendrier, comme tous les traitements qu'on a dans ERP Cloud qui font appel au scheduler.
Donc voilà, vous allez pouvoir maintenant complètement paramétrer ces accords de compensation en automatique pour qu'ils se lancent systématiquement de manière complètement autonome. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous ont des entités allemandes, mais du coup, ils ont intégré pour la localisation allemande un état qui fait une synthèse des coûts et des provisions d'actifs. C'est un état réglementaire que doivent produire les Allemands pour justement la comptabilité des immobilisations. Et pour le Portugal, je sais qu'il y a certains d'entre vous qui sont intéressés par cette localisation. On vient de livrer le process qui génère les QR codes sur les factures clients pour le Portugal. Donc, on était conforme à la législation, on était conforme à la localisation. On a eu la certification, rappelez-vous, en 21B. Oui, c'est 21B. Et là, maintenant, on a fait évoluer, on va un cran plus loin puisqu'effectivement, on appose des QR codes sur les factures clients parce que c'est une évolution qui a eu lieu sur les exigences légales portugaises. Donc, il y a tout le process, hein, il faut créer un lookup pour qu'au moment un lookup code pour qu'au moment de l'impression de la facture et de la génération de la facture, il y ait ce fameux QR code qui soit posé sur le document. Donc voilà pour la partie finance, j'ai normalement fait quasiment le tour, donc vous voyez énormément de fonctionnalités finalement au niveau des interfaces. Je n'ai pas vu finalement énormément d'évolution au niveau des fonctionnalités en tant que telles. Si on doit retenir quelque chose, c'est oui, peut-être le scheduling des accords de compensation. Le QR code pour le Portugal, c'est important. Et puis peut-être ce rapport d'audit qui va permettre de bien piloter tous les taux de reconnaissance de l'OCR qui est plutôt pas mal. Et puis c'est vrai que, alors je ne sais pas comment vous fonctionnez dans vos entités, vous avez certainement tous mis en œuvre plutôt un best-of-breed pour gérer les normes IFRS 16. N'oubliez pas que la reconnaissance des contrats de location en immobilisation se fait dans un livre à part, mais enfin voilà, à partir du on a cette capacité en standard dans Asset Management de rentrer les contrats de location, de gérer les contrats de location et de les transformer dans le livre IFRS, de passer les écritures en IFRS 16 dans les livres IFRS. Donc, ça peut vous exonérer d'un certain nombre d'interfaces si vous avez des best-of-breed et vous pouvez tout à fait sans surcoût mettre en œuvre ces fonctionnalités dans Asset Management. Sur Procurement Cloud, alors c'est une synthèse. Alors là, j'ai pris le document du dev directement. Il a fait juste une synthèse de ce qui était le plus important dans ce qui était livré. Il y a plein de petites fonctionnalités qui sont livrées. J'ai vu plein d'évolutions, notamment peut-être des évolutions au niveau des API également, des choses un peu plus techniques, on va dire. Mais voilà, il a fait une synthèse des fonctionnalités sur ce qui était réellement important pour les utilisateurs. Donc, tout est en ligne sur oracle.com, sur le Release Content Document. Donc là, il a fait un focus sur le scheduling des paiements, sur les imports de données DataFox, sur la classification des fournisseurs et sur les enquêtes fournisseurs. Donc, premier point. On a la possibilité maintenant de définir des calendriers de paiement progressifs pour les lignes de service à préfixe pour un achat complexe. Alors, c'est pour les PO, c'est non PO, purchasing. Pour tout ce qui est achat complexe, on va pouvoir déterminer un calendrier de paiement qui va être en fonction de certaines tâches spécifiques. Donc, on peut dire, j'ai un jalon, c'est qu'à chaque fois que j'atteins une tâche, effectivement, je déclenche un bout de paiement, un pourcentage de paiement. Par contre, concernant mes charges de personnel, mes heures d'employés, enfin les coûts les heures qui sont affectées sur mon chantier, là, typiquement, je vais pouvoir payer en régie tous les mois à l'heure, au fil de l'eau, les factures. Donc, on peut combiner différentes façons de payer à partir d'un contrat complexe. On peut définir dès le départ les échéances de paiement, les calendriers de paiement en fonction de certaines tâches
Et on peut mixer à la fois du montant forfaitaire ou du montant basé sur des taux ou du montant basé sur des taux ou également sur des taux horaires et sur des jalons, bien sûr. Autre point sur le modèle fournisseur, lorsqu'on va créer des fournisseurs, on a la capacité d'importer des données qui vont venir de DataFox pour pouvoir alimenter un certain nombre de champs, mais surtout faire du scoring sur les fournisseurs. Donc, toutes ces données qui vont être intégrées de sources externes va permettre, de faire le lien, de créer et d'intégrer certaines données fournisseurs, et deux, d'aller faire de la classification et du scoring. Donc, je crois qu'il y a un écran derrière, voilà. Il y a un écran, voilà, il y a l'intelligence qui est embarquée avec DataFox, toutes les informations qui sont intégrées vont permettre de scorer le fournisseur et de déterminer s'il y a des risques à utiliser ce fournisseur ou pas. Donc voilà, l'import va alimenter automatiquement certains champs, donc le DataFox Intelligence, le nom alternatif s'il y a un autre nom pour ce fournisseur, enfin le nom de l'entité légale, et puis des codes divers, et puis un lien vers le site web du fournisseur. Donc c'est vraiment pour signaler des risques qu'on pourrait avoir avec les fournisseurs. C'est vraiment de l'intelligence qu'on embarque dans la fiche pour pouvoir aller faire du scoring sur ces fournisseurs. On a au niveau on va pouvoir avoir, on a une nouvelle fonctionnalité qui permet de classifier les dépenses. Donc ça, c'est dans Spend Classification, donc c'est toujours dans la partie achat. Pour mieux comprendre comment sont classées les factures sans bon de commande et comment ont été reclassées, comment ont été reclassées les factures. Donc, il y a des indicateurs de performance qui sont livrés en standard et qui permet, à partir des factures qui n'ont pas été classifiées, qui n'ont pas été rapprochées d'une commande, de voir comment ça a été traité ensuite et comment ça a été réparti ensuite sur les différents coûts, les différentes charges, les catégories d'origine, enfin les catégories reclassées. Et c'est vraiment pour analyser finement ce qui se passe dans le cycle de processus d'achat. Et la dernière fonctionnalité qui a été livrée concerne la qualification des fournisseurs. Donc, il y a maintenant la possibilité d'aller mener des enquêtes en interne dans la société au niveau des employés qui travaillent avec certains fournisseurs ou qui ont fait appel à certains fournisseurs dans le cadre de demandes d'achat ou de commandes pour pouvoir justement au travers de ces questionnaires aller trouver ce qui ne va pas sur le fournisseur et puis travailler sur aller mener des actions pour améliorer la performance du fournisseur et voir comment on pourrait améliorer la perception qu'il a au sein de l'organisation. Donc c'est vraiment, là on est vraiment sur des questionnaires internes qu'on va pouvoir lancer pour aller qualifier les fournisseurs, donc au niveau de l'entreprise. Donc voilà, voilà la manière dont, ça c'est le rapport d'audit des fournisseurs, c'est quand on a, c'est toutes les statistiques, c'est le rapport des questionnaires et c'est la synthèse du rapport des questionnaires qui est fait, qui est livré en standard une fois qu'on a collecté toutes les informations. Donc ces questionnaires partent par workflow vers les différentes personnes et une fois que c'est rempli, que c'est renseigné, eh bien on stocke l'intégralité du rapport d'audit de cette enquête. Donc voilà, donc toujours je vous ai remis les liens pour aller voir la documentation. Il faudrait que je modifie. J'ai repris les slides de la dernière fois et j'ai laissé 21B au lieu de 21C. Donc on vous transmettra les slides. Je vous ai mis, voilà, effectivement tous les liens vers la documentation. Un point important, c'est que
inscrivez-vous bien sur Customer Connect. Je sais qu'il y a certains product devs qui font des vidéos. J'ai vu passer des vidéos pour dérouler des flux de nouvelles fonctionnalités, notamment sur la partie gestion des risques, risk management. Il y a pas mal de webinars qui sont organisés. Et donc, si vous vous inscrivez sur un flux finance, vous recevrez les notifications de tous ces webinars qui ont lieu et organisés vraiment par le dev. Donc, vous avez une vraie démo. Moi, je vous énonce les fonctionnalités, mais le dev fait, lui, des démos de ces nouvelles fonctionnalités via Customer Connect. Donc, est-ce que vous avez des questions? Je n'en vois pas d'écrit, mais en direct live, est-ce que vous en avez? Bon, bah, Non, non. Il y a énormément de fonctionnalités non plus qui sont livrées cette fois-ci, je trouve. Enfin, bon, c'est très tech. On vous mettra le webinaire en replay sur le site de l'OFO et on vous transmettra aussi les slides donc, de toutes ces fonctionnalités. Et puis, ce qui est important à retenir dans les prochaines échéances, c'est la matinée de l'innovation. C'est ça? Tu peux nous en dire 2 mots? Exactement, exactement. Ce sera le premier moment dans l'année où on va tous se retrouver. Enfin, on touche du bois, tout ce qu'on peut. Et c'est l'occasion pour l'AEFO de retrouver tous ses adhérents. Et on est en train de travailler très activement pour avoir une matinée plutôt sympathique autour des sujets d'innovation. L'innovation est dans le quotidien, l'innovation dans vos organisations. Voilà, avec de beaux intervenants. Je ne peux pas vous en dire plus pour l'instant. J'ai tout de même une toute petite question concernant les aspects très techniques dont vous avez parlé en tout début. Pardon, Loïc Michaud au champ. Les aspects très techniques dont vous avez parlé au début avec les API, les web services, etc. Je présume que c'est dans la page dans laquelle vous avez indiqué pas mal de sites web. Oui. On peut trouver toute la doc technique que nous pourrions remettre à nos équipes techniques. Oui, alors je vais vous envoyer le lien. En fait, je vous enverrai le lien, Loïc. Je vous ai écrit d'ailleurs. Vous avez vu mon mail d'hier au passage? Je suis désolé, je suis un peu noyé sous les mails. Je dirais de regarder juste après, c'est promis. Je vais vous renvoyer un mail avec le lien vers le RCD, le Release Content Document. Ouais. Et sur chaque fonctionnalité, il y a les liens vers le support et là où on trouve les fichiers d'API. Ok, parfait. Super. RCD API, voilà. Je vous enverrai ça pour que vous puissiez visualiser où ça se trouve. Ok, c'est gentil. Merci Nathalie. Bien. Ouais, bonjour Nathalie, une petite question, Thomas Poirier d'Orange. Tu as parlé des Rapid Implementation Sheets. Est-ce que tu peux nous donner un peu plus de détails, s'il te plaît? Parce que c'est un sujet que je ne connais pas. Tu connais pas? Attends. Ben non. Alors, il nous reste un peu de temps. Je vais couper mon partage. Je vais chercher une Rapid Implementation Sheet pour vous la montrer. Je coupe mon partage parce que je dois aller fouiller dans mes dossiers. Mais alors franchement, c'est génial. Moi, je fais la promotion. Je trouve ça vraiment... alors, escape. Hop. Alors, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Pendant que Nathalie recherche, je vous prie de m'excuser. Je n'ai pas démarré l'enregistrement au tout début. Donc, il doit manquer 10-12 minutes. Désolée. Je m'en suis aperçue, ouais, le message est arrivé un peu plus tard. Alors, mais il y aura la présentation qu'on va communiquer. Je vais trouver ça. Il faut absolument que je vous le montre. On ne ferme pas le webcast tant que je ne l'ai pas retrouvé. Alors, attendez. Dans une vieille version, je dois l'avoir. Soutenance. Hop. Ah, j'en ai une. J'espère qu'elle va s'ouvrir. Mon PC a un peu du mal ce matin.
Normalement, là, ça s'ouvre. Et c'est marrant que vous ne connaissiez pas ce système de rapid implementation. Mais je pense que les intégrateurs ne l'utilisent pas. Après, on est peut-être une exception chez Orange, hein, je ne sais pas pour les autres, mais là, comme ça, le concept ne me parlait pas. On ne le connaît pas non plus, Daniel Alex à France Télévisions. Les term sheets, oui, il faudra peut-être qu'on en reparle, qu'on fasse un petit webinaire sur le sujet. Écoutez, Auchan, on connaît, on en a entendu parler, mais honnêtement, on n'a pas encore mis en œuvre. Vous n'avez pas pratiqué? Non, pas encore. Et après, ce qui est intéressant, c'est qu'il faudrait que je vous... je suis désolée, mon Excel, il a du mal à s'ouvrir. Mon PC rame depuis ce matin. Ça sent les vacances, en fait, c'est ça. Les vacances. Mais je suis dessus. Il essaye d'ouvrir. En fait, ce qu'il faudrait qu'on prévoie avant la session d'octobre, c'est que je vous les présente, ces Rapid Implementation Sheets, parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Elles sont méconnues. Je sais que le dev, et il y en a sur tous les domaines. Bon, on peut peut-être garder à ce moment-là cette question pour la prochaine fois. Parce que je voudrais vraiment que mon truc s'ouvre là, parce que je voudrais... Laurent Vernet, Auchan, bonjour. Ouais, je peux meubler le temps que tu trouves. Juste pour dire, ouais, on dit rapide implémentation worksheet. Qui dit rapide dit que je crois que c'est simplifié. Et peut-être que le fait qu'on l'utilise beaucoup moins, c'est qu'on se dit, si j'utilise ça, il y a peut-être certains champs ou certaines caractéristiques de ce que je veux alimenter qui ne seront pas alimentées. C'est ça. C'est qu'en fait, au départ, les Rapid Implementation Suite, alors ça y est, ça s'est ouvert. Hein. Enfin, je vais vous faire un share screen. Voilà. Hop. Vous voyez? Oui. Donc, c'est une feuille comme ça. Alors là, c'est lorsqu'on va... Ce Rapid Implementation Sheet, c'était le seul qu'on avait au départ quand ils ont sorti Fusion, enfin ERP Cloud, il y a 5 ans. Et il permettait d'aller configurer tout le cœur de l'ERP dans GL. Tout le paramétrage d'entreprise, on va dire. C'est l'enterprise structure, comme ils appellent. Donc, le plan de compte. Donc, alors, du coup, on saisissait ici, la liste des segments. Donc, le segment entité légale, le segment interco, le segment compte, voilà, tous les segments avec les libellés qu'on veut avoir et les prompts. On va mettre le nom de l'entité, ses périodes, et puis le système, une fois qu'on valide tout ça, il génère le plan comptable. Et ensuite, il va le charger. Il va générer les legal entities, les business units, il va les créer dans le système. C'est vraiment des feuilles connectées avec une macro où tout tourne. Alors, il y a tout à remplir. Hein. Il y a les BU, vous remplissez la liste de vos business units avec le nom de vos business units, la liste des sociétés avec les legal entities et surtout, vous allez mettre ici directement votre hiérarchie pour les sociétés. Du coup, ça permet vraiment de visualiser la hiérarchie aussi de manière graphique dans Excel. Le plan comptable, pareil, vous allez charger votre plan comptable avec toutes les hiérarchies sur votre plan de compte. Et puis, Financial Sequence, c'est les journaux. C'est tous les journaux que vous allez vouloir créer. Et une fois que vous avez fait ça, du coup, que vous avez rempli tous les champs, donc vous validez, vous générez tout. Vous générez le plan comptable, la clé comptable flexible, vous générez tout le setup dans GL de vos legal entities, de vos BU. Et ensuite, ça va charger, vous avez une macro qui tourne, ça vous génère un fichier, voilà, un sample data XML. Donc, tout est expliqué ici dans le processus. Et ensuite, vous allez uploader ce fichier qui est généré dans le système et toute votre structure va être créée. Alors, ça avait ses limites. C'est-à-dire que, comme vous le disiez, ce n'est pas en modification. Si vous avez généré votre plan de compte avec 10 segments et que vous dites « Ah zut, j'en ai oublié un », bah, vous n'avez plus moyen de passer par une rapide implementation spreadsheet pour aller modifier. Il faut aller modifier à la main. Et encore, il ne faut pas que tout ait été validé parce que le plan de compte, c'est quelque chose qui est un peu figé. Donc, une fois qu'on a généré le cube derrière, on ne peut plus y toucher à la clé comptable flexible. Mais ça permet, notamment sur des bases de tests,
d'aller setuper très rapidement vos entités pour faire quelques petits tests. Donc ça, c'est l'AGL. Et ensuite, vous en avez sur tous les domaines. Donc, je peux vous donner la liste parce que je l'ai récupérée il n'y a pas longtemps. Et du coup, voilà, il y en a pour créer les contrats de location. Donc, on vous met exactement les champs qui sont indispensables. Et à partir de ces champs que vous avez remplis dans la feuille Excel, dans cette matrice, le système, il génère le paramétrage derrière. Effectivement, ouais, je suis intéressé par la liste de ces feuilles qui existent. Donc, si tu peux nous trouver un lien, ce serait gentil. Merci Nathalie. Bah, ouais, feuille qui existe. Ouais, ça existe. Je l'ai récupéré il n'y a pas longtemps, donc je vais vous passer ça. Alors, je sais pas, on n'a pas un... Comment on fait pour communiquer là entre nous parce que je pense que ça intéresse peut-être tout le monde d'avoir cette liste. Oui. Est-ce qu'on peut le mettre à disposition sur le site de la UFO, là où on met à disposition la présentation? Oui, on peut faire ça. Ouais, j'envoie à Sabine et Sabine, elle vous le poste sur le replay, ça vous va? Pourquoi sur le replay? C'est pas de la vidéo, c'est juste un lien? Non, mais sur ta page UFO où tu as Ah oui. Je profite juste du petit break. Excusez-moi, Laurent, vous êtes de quelle société? Parce que vous êtes inscrit juste avec votre prénom. Auchan, pardon. Auchan. Et votre nom de famille, c'est comment? Laurent Vernet, W-E-R-N-T. Merci, excusez-moi. Ok, bon, ben, je passe par Sabine et puis elle vous mettra à disposition cette liste. Mais franchement, nous, ça nous a beaucoup amusé au départ quand ils ont sorti RP Cloud et qu'on jouait en avant-vente, on jouait beaucoup avec les Rapid Implementation pour pour faire les paramétrages rapides. Il y a des limites, c'est pas parfait. Ouais. Ce serait intéressant de creuser un peu, notamment par rapport à une éventuelle concurrence avec un outil comme Configuration Snapshot. Parce que est-ce qu'on pourrait imaginer qu'on alimente automatiquement ces feuilles à partir d'une base préexistante de prod par exemple, pour ensuite créer une base de test, par exemple? Ouais, alors là, je sais qu'il y a des mécanismes aussi pour faire ça, pour faire l'export. Alors vous appelez configuration snapshot, je ne sais pas ce que c'est, mais sur cette partie configuration, duplication de paramétrage, je sais qu'ils ont sorti une fonctionnalité il n'y a pas longtemps pour ça. Okay. Configuration, duplication de paramétrage, je me le note. Okay. Je pense qu'on va être obligé de faire une réunion à un moment physique. On va lister des points, on va tous se revoir. On va demander à Sabine de nous organiser ça. Non, mais vous voyez une table ronde où on partage tout ça, où on fait une demi-journée et on éclaircit certains points, on travaille sur plusieurs... Voilà, on liste les points et puis chacun peut faire son retour d'expérience aussi sur ce qu'il a utilisé et sur ses bonnes pratiques. Ce serait bien de faire quelque chose comme ça. Tout à fait. Très bonne idée. Est-ce que tu veux qu'on essaye de faire ça lors de la prochaine session le 14 octobre? Ou on fait une session à part? Ah ben oui, ça pourrait être bien lorsqu'il y a le 14 octobre, la journée de l'innovation, là. Non. C'est le 21 dès le 14 octobre. Oui. Non, la prochaine présentation d'évolution, la 21 D. Ouais. C'est le 14 ou le 18? On pourrait essayer de faire ça en physique. Après, je sais que pour Auchan, vous êtes sur Lille, hein. Les autres sont sur Paris. Enfin, Paris, c'est la banlieue de Lille. Oui. Bon. Et après, on peut faire aussi, on peut faire moitié présentiel et distanciel. Hein. Oui, on peut faire moite-moite. Non, mais il faudrait qu'on essaye de prendre un peu plus de temps et de se faire on se fait un ordre du jour au préalable sur ce qu'on veut présenter, ce qu'on veut montrer, quitte à faire venir des avant-ventes aussi pour faire de la démo. On pourrait faire comme ça une journée un peu plus, enfin une demi-journée, quoi. 3 heures. Ça marche. Ok, bon, moi j'ai noté ce que je vois. Je vais remettre un peu de propre sur mes slides parce que j'ai vu pas mal de coquilles. Là, je les ai fait un peu rapidement. Et puis on vous fait passer ça en tous les cas. Mais merci beaucoup, Nathalie. Merci, Nathalie. Ouais.